Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Elena Poincet, la présidente et cofondatrice de Tetris. On va parler de cyberespace, comment le protéger, puis on verra ce que représente le nouveau statut d'entreprise à mission de Tetris. Notre débat, il portera sur ce guide des bonnes pratiques RSE publié par KPMG et Audencia dans le cadre de la chaire Impact Positif de l'école de management. Donc KPMG est partenaire. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Edison et propose des sacs et accessoires éco-responsables. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Elena Poincet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc la présidente de Tetris que vous avez créé en 2010 avec Laurent Oudot. Tetris qui vient d'adopter le statut d'entreprise à mission. On va évidemment y revenir longuement. Mais d'abord, votre métier, c'est la protection du cyberespace. Je vais vraiment vous poser des questions de béotien. On ne sait jamais. C'est quoi le cyberespace? Rappelons ça. Alors, le cyberespace, en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur des systèmes d'information, que ce soit les systèmes d'exploitation, etc. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, j'allais dire, tout ce qui se passe à l'intérieur des machines, comme c'est pas visible, on ne peut pas... On n'a pas l'impression de le maîtriser. Et puis, comme on ne le voit pas, eh bien, ça reste quelque chose d'inconnu. Et justement, tout ce cyberespace, que ce soit les data centers, les machines, les réseaux, etc., tout ça, eh bien, ça forme une espèce de bulle qui peut être sécurisée. Mais justement, il faut aller mettre les bonnes choses en place. Ouais. Et puis après aussi, tout ce dark web, toute cette cybercriminalité qui fait partie aussi de cet écosystème, quoi, j'allais dire. Ouais. Cyberespace qui s'est d'une certaine façon fragilisé avec le télétravail, le développement du télétravail, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises un peu dans l'urgence qui ont laissé leurs salariés travailler avec leur propre ordinateur, et là, danger. Exactement. C'est vrai qu'avant, tout le monde était dans leur entreprise, comme une petite forteresse avec un château fort, etc. Et puis d'un seul coup, il fallait rentrer à la maison. Et puis, et effectivement, il y a eu énormément de possibilités pour la cybercriminalité de rentrer à l'intérieur des ordinateurs, parce que certains n'avaient pas non plus de poste de travail, enfin d'ordinateur portable, et ont utilisé leur station de travail personnelle pour pouvoir s'accrocher au niveau de l'entreprise. Et effectivement, tout ça, ça crée énormément de failles. Il a fallu que les entreprises s'adaptent. Comment vous protégez l'espace numérique de vos clients? C'est quoi vos outils principaux? Alors nous, ce que nous avons édité depuis 10 ans déjà, avec notre solution qui est mature à l'heure d'aujourd'hui, c'est une XDR plateforme, c'est-à-dire Extended Detection Response. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire de la cybersécurité. Soit vous détectez, et puis après, vous attendez que le mal soit fait, et puis il faut appeler des cyberpompiers. Et nous, ce que nous avons fait, c'est avec de l'hyper-automatisation, énormément d'intelligence artificielle, de la robotisation, etc. C'est-à-dire, non seulement on détecte, mais on neutralise la menace et la menace inconnue. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les antivirus neutralisent les menaces qui sont connues par l'antivirus. Et tout ce qui est inconnu, c'est-à-dire un ransomware qui arrive, un cheval de Troie pour espionner l'entreprise, tout ça, ce sont des menaces inconnues, dites 0D. Et donc là, c'est notre partie, c'est là où nous sommes très forts. Et à l'heure d'aujourd'hui, chez nos grands clients, nous avons à peu près 5 neutralisations de menaces inconnues par jour, ce qui est énorme, et 10 000 de menaces inconnues qui sont neutralisées aussi par jour. Donc, c'est ça la force de Tetris, c'est d'avoir des capteurs innovants et intelligents que l'on place sur les parcs informatiques de nos clients. On parle souvent de signaux faibles. Oui, c'est vraiment ça, c'est anticiper, détecter les tout premiers signaux d'une attaque, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous, c'est comme un antimissile. Vous avez des missiles qui arrivent, eh bien, on le neutralise. On fait une contre-attaque, si vous voulez, à l'intérieur des machines. Et les signaux faibles, c'est exactement ça. Sur les systèmes d'exploitation, eh bien, le système d'exploitation, il doit faire son métier. Et à partir du moment où un pirate rentre dedans pour lui demander de faire autre chose, eh bien, c'est là où on intervient, en fait. Ouais. Vous avez été agent de la DGSE. En quoi ce passé, votre expérience passée vous sert comme chef d'entreprise? Je ne parle pas du métier de cybersécurité, vraiment comme chef d'entreprise.
Alors bon, déjà, moi, je suis une femme d'action depuis toujours Mhm. et organiser, optimiser, faire en sorte de trouver le chemin de la réussite, ça c'est toute ma vie puisque je suis vendéenne au départ et puis je fais ma carrière et je l'ai construite moi-même. Et là, l'enjeu pour nous de devenir un leader européen dans notre domaine, Mhm. c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant et pour moi, c'est un objectif, c'est une mission en tant Comme si qu'ancienne. c'était une mission, quoi. Et voilà, en tant qu'ancienne militaire, eh Mhm. bien, avec Laurent, on donne tout justement. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 250 salariés qui sont derrière nous Mhm. et justement qui sont là pour aussi faire en sorte que Tetris devienne un leader. Et puis, au-delà de la cybersécurité, c'est aussi tout un impact économique et puis environnemental, enfin Mhm. sociétal, etc. Alors justement, on va en parler. Vous aviez déjà défini votre raison d'être, protéger le cyberespace pour qu'il devienne un environnement de confiance et d'avenir. Et donc, dans le cadre de cette loi Pacte, vous passez un cran supplémentaire en devenant entreprise à mission. Donc ça veut dire que vous inscrivez tout ça dans vos statuts. Exactement. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça change surtout? En fait, euh, on l'était. On l'était, puisqu'à Mm. partir du moment où, avec Laurent, en 2012, on a décidé de créer cette solution anti-espionnage et anti-cybersabotage, donc on est déjà devenu une société à mission. Et le fait de l'afficher très clairement et de prendre position par rapport à tout ce que nous avons déterminé, eh bien, c'est une façon vis-à-vis de tous les collaborateurs, vis-à-vis même de nos clients et même de nos investisseurs, de montrer qu'on a une volonté de devenir une société à mission et puis d'être engagé en fait. Ouais. Vous parlez notamment de technologie de confiance, Mm. mais c'est un peu la palissade dans vos métiers. Ouais. Pourquoi il faut quand même le dire et l'inscrire dans les statuts? C'est extrêmement important. Par exemple, nous, tout ce que nous récoltons comme données techniques, eh bien, ça reste au sein de Tetris. Nos concurrents vendent certaines données, récupèrent des données, par exemple, ils peuvent récupérer votre PowerPoint, hein, tout le contenu du Excel, du Word, etc. Alors que nous, tout ça, on ne le prend pas, on le laisse chez nos clients. On n'a pas besoin de ça pour détecter les cybermenaces. Et aussi les algorithmes. Les algorithmes, il faut qu'ils soient extrêmement performants pour éviter justement que les serveurs ou que les machines de nos clients rament, comme on dit, voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'un état d'esprit de travail qui est mis en place au sein de Tetris. Et parmi vos engagements inscrits dans vos statuts, encore une fois, il y a aussi un programme de prévention de la corruption. De quoi il s'agit et pourquoi, là encore, pourquoi il faut l'inscrire? Parce que ça veut dire que c'est un mal qui gangrène parfois vos métiers? Alors, nos métiers, je pense que tous les Tous les métiers. métiers, allez, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par, pas en France, mais forcément par toutes les solutions étrangères, beaucoup d'organisations, de voyages. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les sociétés étrangères. Et nous, on a voulu justement mettre en place ce système de corruption, d'anti-corruption pour nos commerciaux, notamment, qu'il n'y ait pas d'incitation, pour quelqu'un qui est à l'intérieur de Tetris et qui se ferait acheter, etc. Donc, on a mis en place une équipe déjà RSE qui se rencontre tous les 15 jours et qui, justement, on a mis un système d'alerte anti-corruption au sein de Tetris pour détecter les signaux faibles. Ouais. Est-ce que les métiers que vous faites, et donc vos collaborateurs, plus que d'autres, sont soumis à des menaces potentielles, même des menaces personnelles pour, j'en sais rien, récupérer des données, pour essayer de... c'est parce que vous êtes une ancienne de la DGSE peut-être que je pose ces questions. Non, mais vous avez raison, parce qu'à la limite, ça n'arrive pas forcément à Tetris, ça peut arriver à toutes les sociétés. Parce que pour récupérer du renseignement, tout est possible en fait. Donc on essaye par la technique, et puis on essaye du plus loin, et puis après on se rapproche, et puis après le dernier rempart, eh bien c'est l'humain qui a accès aux données. Donc nous,
attaqué, tout le monde est attaqué en fait à l'heure d'aujourd'hui et il faut en être bien conscient. Est-ce qu'on l'est plus que d'autres? On ne l'a pas mesuré et puis on ne sait pas combien les autres sont attaqués. Mais voilà, on est vigilant à tout ça. Ça fait partie aussi de l'aventure. Et vous affichez la volonté de maîtriser votre impact carbone grâce à un numérique à faible impact environnemental. Qu'est-ce que vous avez est-ce que c'est dès le départ, création 2010, ou est-ce qu'il faut accélérer là-dessus et vous avez changé des pratiques? Non, non, c'est dès le départ, justement, avec Laurent, où on a mis... En fait, au départ, on a fait 10 ans de fonds propres. Donc, fonds propres, ça veut dire qu'on n'a pas d'investisseurs. Donc, on est en autofinancement et donc avec nos clients. Donc, dès le départ, il fallait que les algorithmes soient performants pour pouvoir moins acheter de serveurs dans un data center, etc. Donc, tout ça s'est fait quelque part naturellement. Et puis, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, on continue... on continue sur cette démarche puisque c'est extrêmement important aussi pour nos ingénieurs qui, eux, sont très dans l'esprit responsabilité sociétale, environnementale, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un engagement RSE de plus en plus fort dans beaucoup d'entreprises. Merci beaucoup, Elena Poincet, d'être venue nous présenter Tetris, entreprise à mission. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle du guide des bonnes pratiques RSE publié par KPMG et Audencia. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Laurent Geoffroy, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur des ressources humaines de KPMG France. Et puis avec nous en visioconférence, André Zobczak, qui est délégué général RSE d'Audencia et co-titulaire de la chaire Impact Positif. Bonjour André, je vais démarrer cette interview avec Laurent Geoffroy. On parlera tout à l'heure de ce guide des bonnes pratiques RSE que vous publiez ensemble, du partenariat qui lie votre entreprise à Audencia. Vous avez renouvelé votre mécénat pour la chaire Impact Positif. D'abord, KPMG, c'est l'un des leaders mondiaux de l'audit et du conseil. Est-ce que vous diriez que ces enjeux de la transition écologique, environnementale, sociétale sont devenus transversaux? Est-ce que c'est ça la grande différence par rapport à ce qui se faisait peut-être il y a encore 10 ou même 5 ans? Oui, on parlait il y a 4 ou 5 ans ou un peu plus de la RSE, et on en faisait un sujet entre guillemets quelque part un petit peu à part. Aujourd'hui, les questions de ESG sont vraiment inscrites au cœur des stratégies des entreprises et puis aussi des attentes des salariés. Vous le savez peut-être, mais on a publié des études en 2021, une étude où on a interrogé plusieurs milliers de CEO dans le monde, et 72% d'entre eux considèrent que l'ESG aura un impact sur leurs résultats. Et en même temps, il y a aussi une dynamique parmi les jeunes, puisque 76% des jeunes considèrent que l'engagement sociétal d'une entreprise sera aussi un critère de choix au même niveau que le salaire. Ouais. Donc c'est devenu crucial pour le levier de la finance, pour le levier de l'embauche, pour le levier de la fidélisation des salariés. Bref, on est d'accord là-dessus, ce sont des thèmes qu'on aborde souvent ici. André Zobczak, je reviens vers vous sur cette chaire Impact Positif d'Audencia qui a été créée en 2012. D'abord, c'était la chaire RSE. Est-ce que c'était pionnier il y a 10 ans, d'une certaine façon, de créer cette formation ? Oui, je pense que c'était assez pionnier et on avait à l'époque en fait réuni des entreprises qui voulaient mettre déjà les questions sociales et écologiques au cœur de leur modèle économique et qui voulaient échanger ensemble et transmettre les bonnes pratiques, ce qui fonctionne à la fois à nos étudiants, parce que c'est important de former les futures générations de managers, de dirigeants à ces thématiques-là, et aussi de convaincre d'autres entreprises, peut-être plus petites, et leur donner aussi un certain nombre d'outils pour effectivement que toute la chaîne d'approvisionnement, finalement, prenne conscience et agit dans ce domaine-là. Ouais. Votre rôle, André Zobczak, c'est de réfléchir, c'est de produire, de diffuser de la connaissance. Mais est-ce qu'on peut parler de recherche opérationnelle dans votre cas ?
Oui, c'est vraiment l'objectif en fait qu'on se fixe avec nos entreprises partenaires dans la chaire Impact Positif. Nous menons pas des recherches qui sont uniquement publiées dans des revues académiques et lues par quelques experts dans le monde. Nous publions des recherches en fait qui sont vraiment opérationnelles et qui effectivement sont diffusées très très largement. Souvent effectivement ces recherches sont intégrées dans des formations. On peut parler de Nego Training par exemple où on avait travailler sur des questions d'égalité femmes-hommes dans les rémunérations. Et on en a déduit en fait une formation gratuite qui aujourd'hui a été fournie à plus de 3000 femmes. Et surtout, cette formation en fait produit un vrai effet sur l'augmentation des rémunérations des femmes, puisqu'on leur donne des clés comment mieux négocier. Et c'est issu de nos recherches et ça a été introduit dans un programme très concret. Laurent Geoffroy, c'est vrai que ce programme, il est souvent cité. Il va d'une certaine façon se prolonger, puisque vous allez diffuser les résultats d'une étude sur les choix d'orientation des étudiants et les stéréotypes de genre. C'est quoi votre objectif chez KPMG en accompagnant finalement, puisque vous avez renouvelé le partenariat pour 4 nouvelles années, en accompagnant cette chaire Impact Positif? C'était assez naturel de renouveler avec Audencia. On travaillait aussi avec d'autres écoles, mais c'était important de prolonger le geste et d'aller encore plus loin. Puisque, comme l'a dit André, il y a à la fois de la recherche, mais on est vraiment très soucieux de pouvoir traduire ça en actions concrètes. Ouais. Donc, Nego Training, c'est un exemple caractéristique. C'est vrai qu'on veut continuer de promouvoir l'égalité professionnelle, et on sait qu'on a encore du chemin à faire à ce niveau. Donc, voilà, 3000 femmes ont déjà bénéficié de ce programme. On a des collaboratrices ou des collaborateurs qui sont engagés dans ce programme, qui délivrent aussi des formations en tant que volontaires. Donc, c'est pour moi un prolongement assez naturel finalement des actions qu'on mène. Et ça diffuse aussi en interne aussi auprès de nos collaborateurs les plus jeunes, qui voient qu'on a un engagement sincère en fait pour le bien commun. Ouais. Est-ce que l'objectif, c'est aussi, Laurent Geoffroy, d'identifier des biais? On a tous des biais, mais quand il s'agit de recrutement, alors, ou de ceux et celles qui postulent, d'identifier ces biais pour mieux les réduire, les contourner? Alors oui, on a tous des biais. Ça, Bah oui, ça, c'est un principe de base. c'est un principe de base. Heureusement, parce que sinon on serait monolithique, ce serait pas drôle. Et on mène des formations justement pour lutter contre ça. Et on a un programme qui est complètement lié d'ailleurs et qu'on a nourri du travail avec Audencia, qui s'appelle Émergence, au sein de KPMG, pour des collaboratrices, pour les aider justement à lutter contre ce qu'on appelle les barrières limitantes, qui sont souvent des biais qui sont finalement auto-déduits par des femmes, pour leur montrer qu'on est capable de faire une carrière, y compris quand on a des enfants. Donc ces barrières auto-limitantes, c'est hyper important d'y travailler, à la fois d'ailleurs pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Oui, parce que les biais, ils peuvent aussi Absolument. être chez les recruteurs, et parfois ce sont les hommes qui recrutent. André Sobczak, vous publiez ensemble avec la chaire Impact Positif et KPMG un guide des bonnes pratiques RSE. On y trouve quoi, on y trouve quoi dans l'ordre? Quelques exemples qui vous viennent comme ça spontanément. Il y a eu beaucoup d'exemples, effectivement, et on a été heureux parce qu'on connaît KPMG assez bien, en fait, mais on a pu, grâce à ce guide, effectivement, aller vraiment sur le terrain et de regarder, effectivement, quelles sont, par exemple, les actions dans le cadre du mécénat de compétences qui sont mises en œuvre par KPMG pour, effectivement, interroger directement les salariés qui ont participé à ces programmes de mécénat de compétences pour essayer de voir qu'est-ce que ça leur apporte, quelles sont les compétences qu'ils développent grâce à cela et quel est aussi l'impact sur la recherche de sens, en fait, qui aujourd'hui est de plus en plus important en fait. Donc c'était vraiment très riche en fait pour nous et on a voulu effectivement partager, inspirer d'autres entreprises en disant voilà c'est possible effectivement. La RSE effectivement est très très vaste. Il ne s'agit pas forcément de faire des copier-coller, mais je pense que ce guide peut être assez inspirant et montrer que dans quel que soit le secteur, on peut mettre en œuvre des actions qui à la fois font du sens, mais qui apportent aussi un plus en termes de performance économique pour l'entreprise parce que des salariés qui retrouvent plus de sens sont forcément plus engagées, plus motivées et plus compétentes et contribuent du coup à la performance de l'entreprise. Mais ça veut dire quoi, André Sobczak? Ça veut dire qu'il y a une sorte de tronc commun RSE qui peut s'appliquer un peu partout?
Oui, je pense en fait qu'il y a en tout cas le rôle en fait des salariés dans les démarches RSE qui est de plus en plus important. Laurent tout à l'heure l'a dit effectivement que depuis longtemps les entreprises travaillent sur des questions sociales et écologiques, mais parfois peut-être c'était traité uniquement par quelques experts, quelques spécialistes, un directeur, une directrice RSE par exemple qui menait des actions. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises ont compris qu'il faut au contraire impliquer l'ensemble des parties prenantes et au premier lieu évidemment des salariés en fait. Et ça, à mon avis, ça ressort bien dans le guide des bonnes pratiques qu'on a trouvé qu'à chaque fois, ça a été mené par des salariés et pas forcément des salariés uniquement dont c'est le métier effectivement de travailler sur les questions de RSE, mais au contraire, bah, c'est tous les métiers de l'entreprise finalement qui voient changer leur façon de faire et qui du coup aussi se sentent partie prenante à plein entière de cette démarche RSE. Laurent Geoffroy, il y a cette notion d'horizontalité d'une certaine façon. Faut sortir du pyramidal, c'est-à-dire que c'est important que le CODIR ou les cadres dirigeants d'une boîte soient engagés sur cette politique RSE. Mais ça me fait penser par exemple à la loi Pacte et aux entreprises qui définissent une raison d'être ou qui deviennent entreprises à mission. On en parlait à l'instant dans ce Smart Impact. Il faut associer tous les salariés, sinon ça ne marche pas. Bah, je peux peut-être vous donner un scoop aujourd'hui, Thomas Hugues, Ouais. en vous disant qu'on est, voilà, on veut devenir le leader de la création de valeur responsable, et nous avons l'ambition de devenir entreprise à mission. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, c'est pas anecdotique. Et on a déjà quand même de bonnes bases. Alors tout ce qu'on a dit sur la chaire Impact Positif et dans le guide pratique RSE dont vous parliez. Moi, il y a une action que j'aimerais bien mettre en avant pour illustrer concrètement. Voilà, on accompagne via le mécénat de compétences, parce que c'est un outil assez formidable finalement, qui est mis à disposition des entreprises pour mettre en cohérence à la fois les engagements sincères et puis l'engagement des collaborateurs. Et donc, on accompagne dans un programme qui s'appelle les lycées de la réussite, 38 lycées qui sont placés en quartier prioritaire de la ville. C'est en 2021, c'est 850 interventions, plus de 300 collaboratrices ou collaborateurs de KPMG qui se sont engagés volontairement, plus de 1500 jeunes qui ont été accompagnés en 2021, avec des résultats qui sont probants, puisqu'on mesure, on les suit, meilleurs résultats au bac et meilleure affectation Parcoursup. Donc c'est vraiment une action concrète qu'on trouve dans le guide, mais qu'on conduit maintenant depuis 2007 avec la fondation d'entreprise de KPMG, qui illustre notre engagement et qui pourra nous donner encore plus de force pour devenir entreprise à mission. Ce guide, est-ce que vous diriez, Laurent Geoffroy, que c'est aussi un levier de résilience? Alors ce mot, on le met à toutes les sauces, mais est-ce que la politique RSE permet de mieux se préparer aux crises? Et je pense qu'on l'a vu ces dernières années, et il faut se préparer à finalement enchaîner les crises. Donc est-ce que la RSE, ça rend plus fort pour réagir face aux crises, d'après vous? Moi, j'en suis intimement persuadé. En tant que DRH, je pense que je suis extrêmement heureux de faire partie d'une entreprise qui s'engage. On l'a vu pendant la pandémie, qui était finalement une crise à laquelle on n'était pas préparé. Le S de ESG, on l'a mis en avant à travers la protection de la santé, du bien-être. Donc, en effet, on n'est jamais préparé à des crises. Mais tout ce qu'on peut faire autour de l'urgence climatique, de la pénurie des talents qu'on est en train de vivre en ce moment, des questions d'engagement sociétaux, tout ce qu'on peut préparer et faire de manière collaborative, parce que finalement on travaille les pratiques managériales, nouvelles formes d'organisation, ça peut nous préparer justement à beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de réactivité, d'agilité, ça aussi c'est un terme valise, pour qu'on soit plus résilient et pour se préparer à ce qu'on ne connaît pas finalement. Eh oui, c'est sans doute notre futur commun. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce guide des bonnes pratiques RSE. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Anne-Sophie Pro, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Edison. Vous l'avez créée quand et surtout avec quelle idée? Je l'ai créé en novembre 2021, donc c'est assez récent. Et de base, ça partait en fait sur une recherche d'un sac que je n'ai pas trouvé. Je voulais qu'il soit pratique, donc au quotidien, qu'on puisse aussi le plier facilement, qu'il soit élégant, qu'il ait une forme qu'on ne voit pas forcément porter sur tout le monde, et surtout qu'il soit éco-responsable.
Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Je sais que ça faisait un moment que je voulais lancer ma société. Et avec ce qui se passe en ce moment, notamment le dérèglement climatique, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément et je me sens quotidiennement concernée. Donc, je voulais vraiment en fait apporter ma créativité à une cause essentielle. Donc, grâce à Edison, vraiment en trouvant le plus possible de solutions durables pour l'avenir de notre planète. Alors justement, donc ça c'est le point de départ, c'est l'idée. Ensuite, il faut mettre les mains dans le cambouis. Quelle matière vous avez choisi d'utiliser? Quelle matière première? Alors, et c'était d'ailleurs un choix principal. Je voulais vraiment uniquement utiliser une matière recyclée. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le coton recyclé, dont la mission en fait de Edison, c'était de revaloriser, donner une seconde vie en fait à nos déchets. On en crée tellement en fait qu'on ne sait même plus où les mettre. Beaucoup sont volontairement délaissés dans nos océans, dans la nature, enfouis sous la terre ou même incinérés. Et donc, c'est pas du tout en fait un modèle viable. Enfin, on peut pas continuer comme ça et fermer les yeux dessus. Donc, je voulais vraiment en fait apporter cette solution-là en prenant du recul et en me disant comment en fait on peut faire, quelle serait vraiment la matière la plus éco-responsable possible pour en fait fabriquer mes sacs. Donc, il y avait l'upcycling ou une matière recyclée. Donc, j'ai choisi le coton recyclé puisque c'est l'un des tissus en fait le plus utilisé dans le monde. Et pour vous donner un exemple, presque 2 millions de tonnes de déchets textiles sont jetés en Europe chaque année. Donc c'est énorme. Ouais. Ce coton recyclé, il vient d'Inde. Alors on se dit, mais alors attendez, c'est pas logique. Pourquoi aller à l'autre bout de la planète pour sourcer la matière première? Tout à fait. En fait, pendant la création, ça a été assez compliqué. J'ai été très surprise. En fait, j'avais contacté plus d'une dizaine de fournisseurs. Je dis même souvent une dizaine, mais c'était même une vingtaine, donc c'était notamment des Français. Il y avait également l'Italie et le Portugal. Et en fait, beaucoup étaient intéressés par mon projet, mais malheureusement, en fait, ne pouvaient pas fabriquer la matière que je souhaitais. Donc, en l'occurrence, le coton recyclé. Et en fait, à l'unanimité, ils m'ont tous dit, les seuls que vous pouvez contacter, ce sont les fabricants en Inde, donc qui sont pionniers en matière éco-responsable, donc notamment le coton. Si je voulais en fait fabriquer en France, il fallait que j'utilise le coton biologique. Alors certes, le coton biologique, c'est beaucoup plus responsable et éthique que le coton organique, donc le coton normal. Sauf que le problème, ça veut dire en fait, si je fabrique des produits en coton biologique, ça veut dire utiliser en fait des nouvelles ressources vierges de la terre. Donc c'est pas du tout un modèle viable et responsable en fait pour notre planète. Et pour vous donner un exemple, un t-shirt en coton biologique, c'est à peu près 1200 litres d'eau. Donc c'est énorme. Et je voulais absolument pas ça en fait pour ma marque. Et en plus de ça, contrairement en fait aux idées reçues, une entreprise qui va fabriquer ses produits avec une matière recyclée, donc des produits importés donc dans des pays étrangers comme l'Inde, est beaucoup moins impactant qu'une entreprise qui va fabriquer ses produits en France avec des matières vierges. Et en fait, le coton recyclé en France, il n'y a pas de marché, ou alors il est déjà saturé, il y a trop de demandes? Donc du coup, même après le lancement, j'ai continué un peu à chercher pour essayer de trouver. Je suis allée dans des salons de tissus. Actuellement, la France est encore dépourvue d'usines de recyclage et de confection de matières recyclées. Donc là, je dis bien, donc je parle vraiment en termes de... pour la matière, le coton. Oui, bien sûr, pour le coton recyclé. J'étais assez déçue parce que mon idée de base, c'était vraiment de fabriquer en France. Alors après, vous poussez le curseur sur, par exemple, les emballages. Comment quand on achète un de vos sacs, il arrive comment? Il n'y a pas de plastique du tout? C'est quoi la logique? Non. Alors moi, c'était vraiment... donc c'est pour ça que Edison est vraiment s'inscrivant dans une démarche zéro déchet. Donc rien ne se jette à la poubelle. Tout est pensé pour être réutilisé, recyclé ou composté. Donc du produit à l'emballage. Même les étiquettes sont fabriquées en polyester recyclé. Je voulais vraiment un maximum réutiliser en fait les déchets pour leur apporter une seconde vie. Et non, moi c'était vraiment, j'en avais demandé aux fournisseurs, je ne voulais pas que ça soit arrivé sous film plastique. Même pour les commandes notamment, j'utilise pas le film plastique ou de papier de soie, parce qu'au final c'est super joli quand on reçoit nos emballages. Mais la première chose qu'on va faire, en fait, on va le déchirer, prendre notre produit et après le jeter. Et je voulais vraiment en fait créer en fait une nouvelle habitude, une habitude beaucoup plus responsable et en fait vraiment le fait de ne pas jeter systématiquement derrière. Merci beaucoup Anne-Sophie Pro, bon vent à Edison. Je voudrais remercier l'équipe de Smart Impact, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Carla Perruchon et Hugues Sabatier à ses côtés aujourd'hui, Benjamin Michel, réalisateur, et Alexandre Larochelle pour le son. Merci à tous, salut.